Bonjour à tous, nous voici cette année encore au sein de l'école Kerlor, dans la classe de Morgane Medec, une classe de CM2 qui nous fait confiance tous les ans pour que l'on réalise ensemble cette émission qui est consacrée à la littérature. 4 groupes d'élèves qui ont étudié chacun un ouvrage et je suis en compagnie d'Angelina pour vous présenter cette émission. Bonjour tout le monde. Alors, en plateau, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ethan, Axel, Eloane, Olivia et Shakira. Bonjour. Bonjour. Avec un petit bonjour à Shaina, qui n'est pas là aujourd'hui. Vous avez travaillé sur un ouvrage d'un auteur qu'on aime beaucoup, d'une manière générale, puisqu'il s'agit de Philippe Delerme, un ouvrage qui s'appelle « C'est bien ». Est-ce que c'était bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. On va donc écouter un résumé du livre « C'est bien », écrit par Philippe Delerme. On vous écoute. Comment est-ce qu'on peut résumer cet ouvrage ? C'est un livre pour les enfants avec plein de plaisirs minuscules. Les plaisirs minuscules. Vous avez travaillé également différents formats, notamment une interview, je crois, de l'auteur, une interview de Philippe Delerme. Oui. Est-ce qu'on pourrait écouter cette interview que vous avez réalisée ? Oui. Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio Monsieur Philippe Delerme, auteur de l'ouvrage à succès C'est bien, paru aux éditions CED. Bonjour Monsieur Delerme. Bonjour, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Pourriez-vous, Monsieur Delerme, vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, je suis né dans le Val d'Oise en novembre 1950, j'ai donc plus de 72 ans. Mes parents étaient enseignants et j'ai suivi des études de lettres à la faculté de Nanterre avant de devenir enseignant à mon tour. J'ai mis un terme à ma carrière de professeur de français en 2007 et je suis aujourd'hui écrivain, plus précisément nouvelliste, poète et romancier. Avez-vous eu d'autres métiers à part celui d'écrivain et enseignant ? Oh oui, j'ai également été journaliste sportif et commentateur sportif. Pourriez-vous nous donner certains titres de vos ouvrages, Monsieur Delerme ? Avec plaisir, j'ai donc écrit le recueil de nouvelles C'est bien, mais également dans le même style d'écriture, le recueil La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, qui lui aussi a rencontré un immense succès. J'ai aussi écrit La vie en relief, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, et bien d'autres encore. Avez-vous gagné des concours ? Oui, j'ai gagné de nombreux prix comme le prix des libraires, le prix Alain Fournier, ainsi que le prix national des bibliothécaires et le prix Grand Goût. Envisagez-vous d'écrire La deuxième gorgée de bière ? Non, je n'envisage pas. Monsieur Delerme, si vous vouliez faire passer un message à travers tous vos livres, quel serait-il ? C'est une question à la fois simple et difficile. Selon moi, je dirais qu'il ne faut jamais oublier que le bonheur est dans les choses simples. Votre parcours a été difficile. Je crois savoir que vous n'aimez pas beaucoup l'école. En effet, j'ai été très malheureux à l'école. J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet quand on vient d'annoncer une mauvaise note. J'ai vécu cette situation tant de fois. Nous laissons quelques instants à Monsieur Delerme pour que son chagrin s'éteigne. Vous vous êtes donc inspiré de votre vécu personnel pour écrire vos nouvelles, Monsieur Delerme ? Oui, bien sûr, j'ai vraiment eu de mauvaises notes et j'apprécie vraiment la première gorgée d'une bière. Bravo. Merci Monsieur Delerme. Remettez-vous, vous avez toujours des mouchoirs à votre disposition. C'était génial. Est-ce que ça vous plaît ce métier de journaliste, de réaliser des interviews d'un auteur ? Oui, c'est amusant, j'aime bien. Ouais. À la fin de la lecture de ce livre, c'est bien, plus la réalisation de cette interview fictive de l'auteur, on rentre mieux dans le livre, on a l'impression de mieux connaître l'auteur, même si on a inventé une interview. Oui.
En tout cas, vous nous avez donné envie d'écouter. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre? Est-ce que vous pouvez nous en lire des passages? Oui. Oui. On va écouter ça. Aller dans un fast-food. Les parents n'aiment pas trop ça. Ils disent que la nourriture n'est pas bonne, mais on sent bien que ce n'est pas cela qui les ennuie le plus. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les couleurs, le style, la vie américaine. On n'insiste pas trop, c'est très bon de sentir que les parents détestent cet endroit. Du coup, on a beaucoup plus envie d'y aller soi-même. Et puis un jour, en sortant du cinéma, il est déjà tard pour aller dans un vrai restaurant. Il n'y a rien à manger à la maison. Et voilà, les parents sont d'accord pour aller au fast-food. On n'aurait jamais pensé qu'ils se laisseraient faire aussi facilement. Au fast-food, tout est bien. Et même déjà cette façon de faire la queue en plusieurs ronds. On a tout le temps de choisir sur les panneaux entre les différents burgers et de lire les noms de ces desserts mirobolants. Strawberry Sundae, Lemon Sundae. Ce qui est très dur au fast-food, c'est de choisir vite entre un grand coca, un coca normal, une grande portion de frites, une petite portion. On n'avait pas fait attention à toutes ces différences et c'est quand on se trouve juste devant la serveuse qu'il faut se décider. Enfin voilà, on a son plateau avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique, mais le mieux, c'est peut-être les frites. Elles sont disposées dans un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes. Pour le coca, c'est pareil. On a bien fait de prendre un grand coca. Le pot de carton rouge et blanc est protégé par un couvercle avec une paille coudée. On perce le couvercle au centre. Il y a une petite croix au bon endroit. Quand on remue le pot, on entend des glaçons qui s'entrechoquent. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial si on attend pour le boire. On se trouve une petite table libre sur une langue qui descend très bas. On mange, on boit, ça passe un peu trop vite. Mais on garde ces deux merveilles dans la tête. Un coca invisible et sa banquise de glaçons, un étui de frites à cigarettes. Jouer au flipper. En principe, on n'a pas le droit. C'est marqué sur la machine. Les jeux électriques sont interdits aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Mais les parents prennent un pot sur la terrasse, alors le patron du café n'a rien dit quand vous avez demandé de la monnaie. 2 pièces de 1 euro. Normalement, ça fait 6 parties. Mais on espère bien une partie gratuite. Pour envoyer la première boule, il faut tirer sur la poignée à droite. On est tellement impressionné que la boule glisse tout doucement et n'arrive même pas jusqu'en haut. On recommence beaucoup plus fort comme si on voulait précipiter le désastre. Et c'est vrai que la première boule est assez catastrophique. Dans le haut du jeu, elle tamponne bien quelques gros champignons à son pont, mais elle file ensuite tout en bas, beaucoup trop vite. Une fois, on la sauve avec le flipper de gauche, mais à la deuxième, elle tombe presque au milieu. On a beau crisper les doigts sur les 2 flippers en même temps, ça y est, elle a disparu dans le gouffre noir. On ose à peine lever les yeux sur le tableau. 600 points, une misère. On avait tellement peur de faire tilt en secouant contre l'appareil, mais quitte à prendre des risques, on va le bousculer davantage dès la deuxième boule. Et tout d'un coup, ça marche. La boule rebondit, prend des temps de repos dans des petits trous où elle tombe par miracle, avant de rejaillir à l'assaut. C'est vertigineux, on n'a pas l'impression de maîtriser cette excitation de tout l'appareil qui s'illumine de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Un tchac retentit soudain, partie gratuite, mais on fait semblant de commander, mais on est complètement dépassé. C'est l'Indien qui est le plus fort et qui mène les bruits et les couleurs. Il vous emmène un moment dans un voyage complètement fou, puis il vous laisse dans le silence du café. Les plumes sont restées allumées. C'est bien le flipper. Super, je l'ai presque vu, cette partie de flipper. Vous savez ce que c'est un flipper? Oui. À votre tour, vous êtes devenus donc auteur et autrice.
à la manière de Philippe Delerme. Est-ce qu'on pourrait écouter le résultat de vos écrits? Oui. Qui commence? Moi. Ethan. C'est bien d'aller au marché le dimanche matin. Se réveiller et entendre son père dire « On se réveille, on va au marché ». On se lève alors d'un seul coup et on prend rapidement son petit déjeuner. On s'habille et on y va. Arrivé au marché, on respire l'odeur du poulet rôti, du fromage, de la charcuterie, puis du pain. Puis on va voir les chapeaux, car il y a toujours un stand de chapeaux. On regarde notre tête dans le miroir et on dit « Je préfère ma casquette ». Ensuite, cela nous fait rire d'entendre le vendeur de fruits et légumes crier à la cantonade « Venez, venez, 5 € la barquette de fraises !» Ma mère dit alors « Jamais de la vie !» Quand on rentre à la maison, on est content de manger. On a tellement faim. C'est bien d'aller au marché le dimanche matin. Génial. Bravo. Ah oui, bravo. Tout à fait dans le style de Monsieur Delerme. On écoute Axel. C'est bien d'aller en vacances. C'est bien de partir en vacances juste après que l'école soit finie. C'est bien de rouler quelques heures et d'entendre nos parents nous dire « On arrive dans 5 minutes !» On arrive. On crie tous de joie puis on dit « Merci !» qu'un soit à notre père et à notre mère. Une fois arrivé, on sort le premier de la voiture pour respirer de l'air frais de la montagne. On dépose les bagages, on visite le camping, puis on va jouer dans une structure gonflable en maillot de bain. Nos parents viennent nous chercher, puis on va tous ensemble à la piscine. On se précipite dans les toboggans géants et on crie « Wouhou !» dans les tunnels. On va se sécher. On va visiter le petit village, on va à droite, on va à gauche, on a encore un peu chaud. Alors on prend 2 boules de glace, 2 parfums différents, des vacances de rêve. Génial. Merci Axel. On va maintenant écouter Olivia. C'est bien d'aller en vacances. Quand on monte dans l'avion, on a toujours un peu peur. On est toujours un peu angoissé, mais une fois arrivé à destination, on est très content. On rentre à l'hôtel et dès le lendemain, on visite, on mange au restaurant et on apprend la langue du pays. On va à la piscine, on nage dans la mer, sauf s'il n'y en a pas. On découvre la culture de ce nouveau pays, on va se balader et acheter des souvenirs. Puis on doit rentrer et on est tout triste. On a encore peur de prendre l'avion, mais dès que l'on est rentré, on retrouve notre lit. C'est bien d'aller en vacances, mais c'est bien aussi de retrouver notre lit. Super, merci beaucoup. Je crois que maintenant c'est un texte écrit par Eloane et lu d'une manière collective. C'est bien de rester tout seul à la maison. C'est bien de rester tout seul à la maison. On est tranquille, on peut aussi faire ce qu'on le veut. Évidemment, il faut tout ranger avant que nos parents ne rentrent à la maison. On peut rester tranquillement dans notre chambre, bien au chaud parmi nos coussins et notre couverture, bien au chaud à écouter de la musique ou une histoire animée, bien au chaud à jouer à Magic Tile ou Roblox par exemple. C'est bien de rester tout seul à la maison. On peut manger ce qu'on veut. C'est bien de rester tout seul à la maison. On peut dormir toute la journée, mais si tel est le cas, il serait difficile de dormir le soir et le réveil sera difficile le lendemain matin car on aura alors envie de dormir plus longtemps. C'est bien de rester toute seule à la maison, même si évidemment on ne peut forcément pas faire tout ce qu'on nous voudrait. Car nos parents peuvent arriver et s'ils remarquent quelque chose, cela va mal aller pour nous. Génial, je crois qu'il restait un dernier texte. Et celui-ci, il a été écrit par Shaina. Et on va également l'écouter d'une manière collective. On vous écoute. C'est bien d'aller à la pêche. On se lève, on mange notre petit déjeuner. On prépare les cannes à pêche, les vers de terre et un seau de pêche. On s'habille puis on met les bottes. On va au lac de Redon toute la journée et on y mange les poissons que l'on a pêchés. Une carpe, une anguille et un brochet. On rentre à la maison et on est fatigué. On va se baigner dans la piscine, puis on va se mettre en pyjama. Et au lit. Super, merci beaucoup. Je suis toujours étonné, tous les ans, dans cette même classe,
de voir à quel point les élèves arrivent à vraiment écrire quelque chose. Et là, je me tourne du côté de la maîtresse. Écrire à la manière de l'auteur dont ils ont étudié l'ouvrage. Je trouve que vous y êtes arrivés vraiment parfaitement. Merci beaucoup à vous 5. On a donc pu écouter Ethan, Axel, Eloane, Olivia et Shakira pour ce travail autour de l'ouvrage C'est bien de Philippe Delerme. Merci beaucoup. Pour ce deuxième groupe, qui est composé d'Arthur, Sean, Clem, Marine et Cassie, et on fait un coucou à Djibril qui n'a pas pu être là, vous avez travaillé sur le livre Mademoiselle Alice et le cinéma de Sandrine Beau. Vous allez nous parler un petit peu du livre, interview, lecture, donner votre avis, etc. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire un petit peu un résumé du livre ? Qu'est-ce que vous en avez compris ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Disons que c'est une histoire d'une femme. C'était une fille, quand elle était petite, elle a voyagé. Et quand il y a eu la mort de son père, elle est retournée à Paris. Sa mère, du coup, c'était une veuve. Du coup, en fait, elle a été à la Société Gaumont de photographie. Et elle a vu une scène des Frères Lumière, du cinématographe. Et elle est devenue passionnée. Et depuis, elle fait que des films. Elle est passionnée. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre les autres ? Non, pas forcément. Ouais. Et vous pensez quoi comme Alice qui a poursuivi ses rêves, qui n'a pas eu peur d'aller voir son patron pour lui demander de continuer sa passion ? Ça vous inspire ? Oui, un peu. Oui. Ouais. Super. Alors on va passer aux interviews. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Sandrine Beau. Bonjour Sandrine Beau, comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Très bien, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Pour commencer, j'aimerais donner aux auditeurs quelques informations concernant vos activités professionnelles. Il me semble que vous avez été animatrice radio, réalisatrice de films vidéo, clown ou encore Madame Météo. Et vous êtes écrivaine à plein temps. Oui, effectivement, tout m'intéresse. Vous ne devez pas avoir beaucoup de temps libre. Cela dépend des moments, à vrai dire. J'ai cru entendre dire qu'en 10 ans, vous avez publié une centaine d'ouvrages, dont Le Garçon qui parlait avec les mains, l'ouvrage qui a obtenu le prix des Incorruptibles en 2018, et Peur dans la neige qui a obtenu le prix Chronos en 2021, votre prix le plus récent. C'est exact, vous êtes très bien renseigné. C'est impressionnant, tous vos livres ont été traduits en Égypte, en Chine, en Bolivie, en Corée, en Italie, en Grèce, en Espagne et au Maroc, c'est vraiment impressionnant. Oui, je suis très heureuse que mes lecteurs soient de toutes les nationalités. Cela me touche beaucoup. Mais vous, Sandrine Beau, où êtes-vous née ? Je suis née en France, en Poitou-Charentes. Quelles sont les maisons d'édition avec lesquelles vous travaillez ? Elles sont nombreuses et variées. J'ai pu travailler avec Mijade Éditions, les éditions Milan, Belin Jeunesse, Talent Haut. Certains de mes livres ont été également joués sur scène par la compagnie théâtrale Terra Luna. Vous déplacez-vous parfois dans des écoles pour aller à la rencontre de vos lecteurs ? Cela est très rare. J'aurais beaucoup aimé aller rendre visite aux élèves du CM2B de l'école Carlor à Pornic. J'aime beaucoup cette école. Je la trouve très paisible. Pourriez-vous, Sandrine Beau, nous citer deux de vos qualités ? Alors, je dirais que je suis très patiente et que je suis d'une nature très joyeuse. Aimez-vous votre métier, Sandrine Beau ? Oh oui, je dirais même que c'est ma passion. Parmi tous les livres que vous avez écrits, quel est celui que vous préférez ? Mon livre préféré est sans aucun doute Mademoiselle Alice et le cinéma. Je me permettrai de vous poser une dernière question. Avez-vous des enfants, Sandrine Beau ? Oui, mais je n'en dirai pas plus sur ma vie privée. Nous comprenons que vous souhaitiez protéger votre vie personnelle, Sandrine Beau. Nous vous remercions de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Oh, je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Et nous, c'était un plaisir de vous écouter. Bravo. Est-ce que ça vous a plu d'écrire cette interview ? Oui, énormément. C'était sympa. Ça vous a permis peut-être de mieux comprendre aussi l'histoire et la façon dont elle a écrit le livre ? Oui. Ouais. Super. Donc maintenant, vous allez nous lire quelques passages du livre. Donc vous l'avez choisi ensemble,
Oui. C'est un passage que vous préférez ou vous avez juste pris un passage comme ça? On aimait bien les passages et puis en plus les deux qu'on a choisis c'était accordé. Ah super, bon bah alors on vous écoute. Saturne! C'est à Belleville, près de Paris, que j'installe mon premier studio de cinéma. J'ai trouvé une terrasse désaffectée couverte d'une verrière branlante qui donne sur un terrain vague. Ce n'est pas le grand luxe, mais j'en m'en moque éperdument. Tout ce que je veux, c'est un plateau inondé de soleil pour réaliser mes films, car sans lumière, les pellicules n'impressionnent pas correctement et les films sont beaucoup trop sombres. Mes semaines s'enchaînent à un rythme endiablé. Le jour, je suis la secrétaire de Monsieur Gaumont. Le soir, j'écris des scénettes et le dimanche, je tourne. Les défis m'ont jamais fait peur, mais tout de même, quelle aventure. Je pars vraiment de zéro. Pour mon premier film, il me faut des décors, des costumes, des machinistes, des comédiens et des bébés. Super, merci. Donc il y a un second passage aussi que vous voulez nous dire? Effectivement. Alors on vous écoute. Je repense à tout ça en rangeant une épée qui a été oubliée contre le faux mur d'une chambre à coucher. J'aime bien traîner dans le studio à la fin des tournages. Je regarde les décors vides qui bruissaient de vie quelques heures avant et qui sont maintenant plongés dans une douce torpeur. J'écoute le calme après l'agitation. Joseph, c'est l'heure! Comme toujours, mademoiselle Alice, j'ai me chercher pour fermer le studio, mais ce soir-là, sa voix est différente. Joseph, il faut que je te dise quelque chose. Je frissonne pendant qu'elle nous entraîne vers un canapé. Monsieur Gaumont m'a convoqué. Quoi? Il ne veut pas de nouveau faire diriger ton studio par quelqu'un d'autre? Quand même! Alice a un sourire léger. Non, Joseph, Monsieur Gaumont a demandé à me voir parce qu'il veut me confier de nouvelles responsabilités. Je vais partir en Amérique pour assurer la promotion de son chronophone qui permet à monter mes films sonores. Là-bas, il y a des marchés énormes selon lui. Je suis glacée. Je bredouille. En Amérique? Mais tu pars longtemps? Je suppose on va s'y installer quelque temps avec Herbert. Nous réaliserons des films ensemble là-bas. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé du coup du livre et des passages que vous nous avez lus? Moi, j'ai adoré. Ouais, qu'est-ce qui t'a plu? En fait, j'adore le cinéma et voir comment ça s'est amélioré. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai bien aimé le livre. Bah moi c'est que j'aime bien l'histoire et du coup l'histoire du cinéma, c'est un peu de l'histoire et c'est un roman presque historique parce que c'est comme un roman et documentaire. Et vous pourriez vous voyager comme ça? C'est quelque chose qui vous intéresserait de voyager de par votre travail ou autre? Oui. Oui, j'aurais bien aimé. En plus j'adore les États-Unis. Oui. Et le cinéma aussi, vous aimez bien? Vous allez souvent au cinéma voir des films? Oui. Pas souvent, mais quand j'y vais, j'adore. Ouais, c'est quoi le dernier film que vous avez été voir? Si vous vous souvenez. Je sais plus, mais en tout cas, moi j'y vais demain. Moi, c'était alibi.com 2 que j'ai regardé. C'est drôle. Moi c'est Super Mario. C'est chouette? Oui. Alors maintenant, donc, vous avez écrit à la manière donc, de Sandrine Beau, l'autrice du livre Mademoiselle Alice et le cinéma. Donc, le premier, donc, c'est Clem, Cassie et Marine, c'est ça? Oui. Très bien, je vous en prie. Robe, paillettes. Et succès. En 2015, Mademoiselle Alice décide d'aller en vacances pendant 9 mois à Séoul, en Corée du Sud. Elle va en profiter pour y réaliser un film consacré à la Fashion Week coréenne. L'actrice principale s'appelle Kitty et l'acteur principal Dae. Dae porte un costume rouge bordeaux, Kitty porte une robe rose fluo à paillettes, des accessoires nacré champagne, du fard à paupières noires et du rouge à lèvres violet. Le film réalisé par Alice est un réel succès et il gagne le meilleur prix de la meilleure réalisatrice. En 2018, Mademoiselle Alice décide de réaliser un nouveau film à succès. Elle choisit cette fois de tourner un film sur un bal de promo lycéen. L'une des deux actrices principales s'appelle Cheryl Lawson, une jeune femme rousse très têtue dont la couleur favorite est le rouge. La seconde actrice s'appelle Toni Topaz, une jeune femme très gourmande dont la couleur favorite est le violet. Les jeunes femmes habitent toutes les deux à New York et sont scolarisées dans le même établissement. Elles se rencontrent et sympathisent dans un magasin de friandises, puis se retrouvent quelques jours plus tard au bal de promo de lycéens.
Le film réalisé par Mademoiselle Alice raconte l'histoire atypique de ces deux jeunes femmes et il aura lui aussi un immense succès. Super. Il y a un second texte que vous avez écrit, écrit par Arthur et Shaun, et lu surtout par Arthur, Shaun et Clem. On vous écoute. Du paradis À l'enfer. Mademoiselle Alice était donc partie aux États-Unis et souhaitait y faire carrière. Elle échangeait régulièrement avec Joseph, pour lequel elle avait toujours eu une grande affection. Un jour, dans ses studios avec Herbert, elle eut une idée. Elle alla en faire part à son mari qui accepta avec grand plaisir. Elle informa alors les employés de la Solax et ils s'activèrent tous pour préparer les studios et les décors. Ils commencèrent par marquer sur une grande pancarte « Antoine » de Saint-Exupéry. Il y avait derrière cette grande enseigne une caravane avec de la lumière qui servait de loge à l'acteur principal de son film. On pouvait entendre quelques jours plus tard « Action ! Ça tourne ! C'est bon, coupé !» Dans 2 minutes, on passe à la scène suivante. Mademoiselle Alice décidait des moindres détails de chaque scène. Le vent, 10 nœuds, mince, un orage. Ok, coupé. Elle était heureuse, elle réalisait ses propres films. Malheureusement, une terrible nouvelle vint troubler ce bonheur. En effet, Alice reçut 3 mois plus tard un courrier lui annonçant le décès de Joseph. Elle fut terrassée par le chagrin. Quand je repense à Joseph, il me manque. Je viens d'apprendre qu'il est mort suite à un accident de tournage. Je sens les larmes monter aux yeux. Les funérailles doivent avoir lieu très vite et je ne compte pas les manquer. Quelques jours viennent de passer et Mademoiselle Alice est retournée à Paris pour Joseph. Elle se rappelle lui avoir dit qu'elle ne partirait pas très longtemps et reviendrait le voir assez vite. Elle ne pourra pas tenir sa promesse, c'est trop tard. Trop tard, bon. Bravo à vous pour cette super lecture. Alors c'est quoi le rôle que vous avez préféré ? Journaliste, lecteur, auteur, autrice ? Moi, c'est les deux. J'aime bien. C'est la première fois que je fais ça de mes années. Je suis content. Moi, j'ai bien aimé faire journaliste, poser des questions. J'ai bien aimé. Du futur journaliste. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait part de ce livre. Donc, c'était le groupe d'Arthur, Shaun, Clem, Marine, Cassie et Djibril qui n'est pas là pour le livre Mademoiselle Alice et le cinéma de Sandrine Beau. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Troisième groupe, toujours dans le cadre de cette année placée sous le signe de la littérature, la lecture d'un livre, son étude, une interview fictive, une écriture à la manière d'eux. Et j'ai le plaisir de recevoir donc en plateau ce troisième groupe qui est constitué de Clément, Esteban, Lucenzo, Lilou, Kenzo et Jeanne. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Vous avez travaillé sur un ouvrage qui s'intitule L'herboriste de Haute-Forêt. C'est écrit par Nathalie Sommers. Ça s'est bien passé, la lecture de ce livre ? Oui, très bien. Vous en tirez une bonne expérience ? Oui. On a encore l'histoire dans la tête ? Oui. C'est vrai ? Oui, trop. Un petit résumé ? Qui veut me faire un résumé de ce livre ? Le résumé, c'est qu'il un petit garçon sa mère se fait kidnapper, il faut la retrouver. Et il y a plein de péripéties, il rencontre des amis, plein de choses. Des animaux. En fait, il y a plein d'aventures, quoi. Voilà. C'est vraiment un livre d'aventure et qu'on appelle un livre de fantasy. Oui. Mhm. Alors je l'ai lu hier soir. J'ai été stupéfait par les petits dessins avec les inventions de choses qui n'existent pas, comme un écureuil, moitié hibou, par exemple. C'est ça. Il y a plein de mots inventés, des animaux, des plantes aussi. On va commencer par une interview de l'auteur, c'est ça ? Oui.
Alors, on va écouter cette interview. Vous avez été journaliste, vous avez interprété le rôle d'un journaliste, de plusieurs journalistes et d'une autrice, puisque vous avez eu la chance d'interviewer Nathalie Sommers. On vous écoute. Interview de Nathalie Sommers. Bonjour Nathalie Sommers, nous sommes journalistes et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous recevoir et de vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Je suis enchantée d'être parmi vous et je suis volontaire pour répondre à vos questions. Sachez que nous nous réjouissons de la chose. J'espère que nous vous dérangeons pas. Au contraire, cela ne me gêne en aucun cas. Combien de temps va durer cette petite interview ? Oh, tout juste quelques minutes, afin de pouvoir partager avec les auditeurs de Jade FM quelques informations vous concernant. Nous sommes ici présents 4 journalistes. L'un d'entre nous travaille exclusivement sur la radio Jade FM. Le second est journaliste à Ecoradio. Le troisième à Bioradio. Et le 4e à Plante Radio. Voici donc nos toutes premières questions. Combien de livres avez-vous écrit, Nathalie Sommers ? Oh, j'ai écrit au total plus de 60 livres. Je vous citerai bien évidemment L'herboriste de Haute-Forêt ou encore plus récemment Il faut sauver Molière. Mais j'ai aussi écrit plusieurs œuvres sous forme de séries, comme L'escapade du bonhomme de neige, qui fait partie de la série Quenotte. J'ai également écrit les séries La boutique extraordinaire de Nicomède et Des jumeaux à Versailles. Une question un peu plus personnelle, Nathalie Sommers, mais que se posent de nombreux de nos auditeurs. Quand et où êtes-vous née ? Je suis née le 25 septembre 1966 à Saint-Étienne. Je suis donc âgée de 56 ans. Avez-vous, Nathalie Sommers, remporté des prix ? Et si oui, lesquels ? Oui, j'ai eu cette immense fierté de remporter plusieurs prix. J'ai ainsi remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2019 pour ma trilogie fantastique Roseland, se déroulant lors de la Seconde Guerre mondiale, et le prix jeunesse Lire en poche en 2021 pour mon roman Moqueuse. Pourriez-vous nous dire quels sont les thèmes principaux abordés dans l'herboriste de Haute-Forêt ? Plusieurs thèmes sont abordés dans ce livre. Je dirais que les thèmes principaux sont d'une part la nature, l'écologie et la protection de l'environnement, et d'autre part l'aventure et la magie. Exercez-vous un autre métier au quotidien ? Oui, après un début de carrière dans l'ingénierie, je me suis reconvertie dans l'enseignement. Je suis aujourd'hui professeure des écoles et je profite de mon temps libre pour m'occuper de mes 3 enfants et de mon mari, pour écrire des contes et des histoires pour les plus jeunes, et parfois même des articles pour un site consacré tout particulièrement aux femmes d'aujourd'hui. Vous ne devez pas beaucoup vous ennuyer, Nathalie Sommers. Nous terminons en vous demandant quel fut votre tout premier livre publié. Ce fut l'anniversaire du Père Noël, en 2009. Ce fut le premier tome de la série Quenotte. Et quelle est votre toute dernière œuvre publiée ? Mon dernier ouvrage a été publié cette année, en janvier 2023. Il s'agit du livre Le voyage de l'herboriste, soit la suite de l'herboriste de Haute-Forêt. Je vous invite à le lire en espérant qu'il vous plaira autant que le premier. C'est fait et nous avons adoré. Super, merci beaucoup. Je tiens à remercier mes confrères de Jade FM, Bioradio, Plante Radio et Ecoradio pour cette interview conjointe sur les antennes de Jade FM. Merci beaucoup pour cette interview. Alors, c'était comment cette rencontre avec Nathalie Sommers ? Très bien. Très bien. Bon accueil ? Oui. Elle était très disponible et ouverte aux questions ? Oui. Ok. Vous aviez encore beaucoup de questions à lui poser, mais le temps qui lui était imparti, j'imagine, était très serré. Oui, tout à fait. C'est souvent ça dans notre métier. Merci, chers confrères. Votre avis maintenant, votre avis personnel sur ce livre ? Moi j'ai bien aimé car souvent les romans que je lis, je les aime bien vu que je n'ai jamais ne pas aimé de romans que j'ai lus. Même s'ils ne me plaisent pas trop, je les lis parce que je finis toujours un roman que j'ai commencé. Moi, j'ai bien aimé parce que il y a de l'aventure dans ce livre. C'est marrant, pour moi, il est bien. Quoi d'autre comme avis personnel après lecture ? Moi, j'ai bien aimé les contrepétries, l'aventure, la nature. L'invention, tout ce monde imaginaire. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi aussi. Génial. Eh bien, écoutons les passages que vous avez décidé de nous lire et de présenter aux auditeurs de Jade FM, d'Ecoradio, Plante Radio et Bioradio. Retour vers le passé. La visionnite ne tarda pas à produire son effet.
Au bout de quelques instants, l'esprit de Nehir, Minibou et Iwen se joignit à celui de l'herboriste et ils plongèrent dans sa mémoire. Comme s'ils étaient au spectacle, ils virent une scène prendre forme devant eux. Voilà qu'ils se trouvaient maintenant dans l'arrière-boutique d'une herboristerie. Flore, qui n'était encore qu'une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, rangeait des graines dans de petits tiroirs. Par la porte entr'ouverte, on pouvait apercevoir la maîtresse herboriste qui la formait dans le magasin. La femme était âgée, mais se tenait bien droite derrière son comptoir. Face à elle, un homme imposant, grand et maigre, vêtu d'une cape benue, lui parlait à voix basse. Soudain, la conversation vira à la dispute. « Non, je vous le répète !» s'écria la vieille femme en se rejetant en arrière. « Jamais je ne pourrais faire une chose pareille !» « Croyez-moi, vous le regretterez !» jura l'homme. « On ne me dit pas non sans en payer le prix !» Et sur ces mots, il sortit en claquant la porte. La scène s'arrêta là et un nouveau décor apparut. Génial, c'est très vivant. Il y a un autre passage qu'on pourrait découvrir. Oui. On vous écoute. Sa mère, que la montée des escaliers avait épuisée, saisit tout de suite. « Iwen, c'est impossible. Tu sais que les feuilles de copter doivent être infusées plusieurs minutes pour qu'elles fassent épais. Puis, il faudrait une casserole, du feu, de l'eau. On n'a rien de tout ça. » Nous, non, mais le gardien de la prison, si. Sans en dire davantage, il fit volte-face pour redescendre dans les escaliers. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» demanda Minibou. « Il est devenu fou !» Non, il a dans sa sacoche des feuilles de copter. Or, celui qui boit un demi-verre de tisane de copter peut voler pendant quelque temps. Mais comment voulez-vous faire de la tisane sur cette terrasse déserte ? Il doit savoir, lui, j'y vais aussi, déclara Nehir. De longues minutes plus tard, ils étaient de retour. Nehir ramenait des éclats de bois, des tabourets cassés et le briquet du gardien, tandis qu'Iwen portait un casque de soldat à demi rempli de vin. Dès qu'ils furent passés, la naine referma la porte derrière eux et la condamna avec le verrou. « Du vin ?» s'étonna l'herboriste en découvrant le contenu du casque. « Il n'y avait rien d'autre !» répliqua Iwen essoufflée. « J'espère que ça ira. »« Oui, ça devrait marcher, » dit-elle en réfléchissant à haute voix. « L'alcool s'évapore avec la chaleur. » Minibou s'affairait déjà avec Nehir pour allumer un feu. Dès que les premières flammes jaillirent, Iwen positionna le casque au-dessus du foyer. Il protégeait ses doigts d'une bonne épaisseur de tissu replié pour ne pas se brûler. « Pourvu qu'on ait le temps !» s'inquiéta Minibou. « Nous avons remis un coup sur la tête de chacun des hommes, » annonça Nehir. Mais la porte du bas commençait à lâcher. Espérons que celle de la terrasse résistera assez longtemps, bien qu'elle soit moins épaisse. Comme elle prononçait ces mots, ils entendirent l'écho d'un grand fracas et un bruit de course résonna dans l'escalier. Génial. Chaque fois, je suis étonné par le ton que vous mettez et la manière dont vous incarnez un personnage écrit et vous le rendez très vivant. Donc, bravo pour ça. Merci. Apparemment, ça vous a inspiré parce que vous aussi, vous vous êtes prêté à l'exercice écrire à la manière d'eux. Donc vous avez réalisé une écriture qui vous est personnelle à la manière de Nathalie Sommers. On peut vous écouter ? Hiram voulait kidnapper l'herboriste accompagné du duc. Nous partirons demain à 5h du matin, d'accord, bande de bananes ? D'accord, monsieur Hiram. Le lendemain. Allez les bananes, on se réveille, il est 5h du matin. Oui, monsieur Hiram. Allez charger vos sacs de munitions, on y va. Et pas un bruit. D'accord, monsieur Hiram. 3 heures plus tard, non loin de la maison de l'herboriste, elle était là. Pas un bruit. Il ne faut pas que le petit nous repère. La mère entendit des bruits et inquiète. Regarde autour d'elle, mais Hiram sortit de sa cachette et parvint à la kidnapper, malgré ses appels à l'aide. Le lendemain. Allez, bande de bananes, on se réveille. Oui, monsieur Hiram. Les bananes et monsieur Hiram décidèrent d'aller manger pendant que l'herboriste essayait de dénouer ses liens. Elle parvint à les détacher et à s'enfuir, mais monsieur Hiram, revenu de son temps du repas, la rattrapa malheureusement très vite. Au même moment, son fils, qui était parti à sa recherche, rencontra une jeune fille, prénommée Lia. Cette dernière, qui connaissait Iwen, fut attristée d'apprendre ce qui s'était passé et décida de lui venir en aide. Le lendemain, Iwen put retrouver sa mère à l'aide de Lia. Ils envisagèrent tous les deux de la délivrer en faisant très attention à ne pas se faire repérer par les gardes. Mais ils étaient terrorisés à l'idée de se faire attraper eux aussi. Comment feraient-ils alors ?
qui viendrait les sauver. Cela était trop dangereux. L'herboriste les supplia alors de s'échapper et de revenir pour la délivrer seulement quand ils auraient trouvé une solution pour le faire sans aucun risque. 2 jours plus tard, le fils de l'herboriste trouva enfin une idée. Cette idée consistait à prendre son épée et à la balancer dans la vitre pour faire diversion. Le temps pour lui de délivrer sa mère. Lendemain, Iwen décida d'agir. C'était le grand jour. Sa mère commençait à ressentir la faim et la soif. Elle était très fatiguée et commençait à avoir mal à la tête. Elle commençait à douter. Son fils pourrait-il mettre son plan à exécution ? C'est alors qu'elle entendit des bruits et des cris dans le couloir. Des bruits de vitres cassées, des bruits de pas. Son fils venait la délivrer. Il avait réussi. Elle était sauvée. Fin. Bravo. Ça s'appelait Le Cri d'Hiram ? Kidnapping. Et c'est un texte donc que vous avez lu et écrit tous ensemble ? Oui, on a écrit... On va écouter le second extrait, la seconde écriture. L'herboriste. Texte écrit et lu par Jeanne, Esteban et Lucenzo. Titre Le crime d'Hiram. L'écufeuille sentait qu'un accident grave était proche. Il détecta un mouvement. Une personne vêtue d'un grand manteau noir et d'une capuche sortit d'un buisson. L'individu monta sur le toit de la maison de l'herboriste et attendit de longues minutes que la vieille dame sorte de l'habitation. Christelle, quelque temps plus tard, sortit de la demeure. L'écufeuille entendit alors « Maintenant !» Au même moment, une roche surgit de nulle part et la renversa. Puis l'homme sur le toit sauta. Christelle se releva et s'enfuit en hurlant « Hiram, tu le regretteras plus tard !» Hiram, qui était plus rapide, même sous la menace de Christelle, poignarda la pauvre. Il déposa son corps dans un bus-barbe très épais. Il monta ensuite sur la horse, puis, en même temps, assassina son cavalier en lui donnant un coup de poignard dans le dos. L'écufeuille vit Hiram partir, puis regarda la maison. Il vit Flore rentrer de sa cueillette de plantes magiques. Ne voyant pas sa maîtresse, elle fut prise de panique et inspecta la maison pièce par pièce, coin par coin, mais ne la trouva pas. Elle fouilla tout le jardin jusqu'à ce qu'elle trouve son corps dans le buse-barbe. Choquée, elle l'en retira et la transporta jusqu'au canapé. Elle fouilla plusieurs tiroirs et trouva enfin ce qu'elle cherchait. Il s'agissait d'une plante que l'écufeuille ne connaissait pas. Délicatement, elle fit couler la sève entre les lèvres blêmes de Christelle. Celle-ci retrouva quasi instantanément ses couleurs. Sa plaie se referma comme par enchantement et elle commença doucement à cligner des yeux. Elle reprit conscience et essaya alors de se relever. Une fois assise, elle demanda un verre d'eau, se mit debout et commença à marcher vers la sortie de la maison. Flore se mit en travers de son chemin et lui demanda « Mais que s'est-il passé ?» Christelle répondit rapidement « Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille au château. » Au moment même où elle prononçait ces derniers mots, elle enferma Flore à double tour dans la maison et prit la direction du château. L'écufeuille la suivit. Quand ils entrèrent tous les deux dans le palais, Christelle fut accueillie chaleureusement par les serviteurs du duc. Elle demanda à voir ce dernier et on la fit alors patienter dans l'entrée du château. On lui proposait de s'installer dans l'un des salons. Elle accepta, bouleversée, mais insista pour voir au plus vite le duc. Hiram, quant à lui, stupéfait, se dirigea rapidement vers les cuisines et y prépara une tisane. L'écufeuille le vit y ajouter de la sève de morsolite. Hiram, toujours sans se montrer, demanda à l'un des serviteurs d'apporter le breuvage à Christelle. Cette dernière, songeuse, ne se méfia pas et but la boisson. On lui fit savoir que le duc s'était absenté et qu'elle devait attendre le jour suivant pour le rencontrer. Elle rentra alors chez elle, mais elle mourut le lendemain, exactement à la même heure où celle où la veille, elle avait bu ce breuvage maléfique. Fin. Waouh, on y était là, hein, complètement. Vous avez pris plaisir à écrire à la manière d'eux ? Oui. Est-ce que c'est pas non plus une manière de continuer, de rester dans l'ambiance et dans l'atmosphère du livre ? Si, un peu. Ça vous a donné envie de... Ça, c'est une question qu'on pourrait poser à toute la classe. Ça vous a donné envie de continuer à écrire ? Oui. Merci beaucoup De rien. à vous. C'était donc le groupe de Clément, Esteban, Lucenzo, Lilou, Kenzo et Jeanne sur l'herboriste de Horteforêt de Nathalie Sommers. Merci. De rien. Time
Pour finir donc cet atelier radio, un dernier groupe de Gaspard, Basile, Hugo, Lilou, Élise, Daïti et Eden, à qui on fait un petit coucou, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc pour commencer, vous allez un petit peu nous faire un résumé du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc un livre très connu, on en parlait hier avec Jim, le 2e livre le plus traduit au monde après la Bible, donc un livre connu de tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez retenu du livre et voilà, un petit résumé. C'est un livre qui nous fait réfléchir sur la manière de vivre, sur l'essentiel. Un livre philosophique. Ouais, ça n'a pas été trop compliqué à lire ou à comprendre? Parfois. Parfois. Oui, certains moments, ça a été difficile parce qu'il fallait comprendre il y avait des mots compliqués. Par exemple, le puits, au début, j'avais pas compris. Et après, en faisant l'interview, j'ai compris à quoi ça ressemblait, ce que ça voulait dire. Ouais, non, c'est grâce à l'interview, la lecture, la réécriture que vous avez pu un petit peu mieux comprendre. Et alors, vous avez apprécié? Oui. Ouais. Super. Et donc, vous avez fait une interview. On vous écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons la famille de Saint-Exupéry au complet. Nous allons commencer par poser quelques questions à Antoine, qui est probablement le membre le plus connu de la famille Saint-Exupéry, puisqu'il est l'auteur du Petit Prince, un conte philosophique qui séduit pour les valeurs qu'il porte et qui se transmet et se partage de génération en génération depuis 80 ans. Bonjour Antoine, pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour, je suis Antoine de Saint-Exupéry. Je suis né à Lyon le 29 juin 1900. Je suis un aviateur et un pilote militaire, mais je suis aussi poète, écrivain et reporter. Je décéderai disparu en vol le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises. J'ai 3 sœurs et un frère. Mes sœurs n'ont pas pu se joindre à nous, mais mon frère est là. Merci beaucoup Antoine. Donnons donc maintenant la parole à votre frère. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis le frère cadet d'Antoine. Je m'appelle François de Saint-Exupéry et je suis né le 17 février 1902 à Lyon, moi aussi. Je suis un garçon calme, mélomane, qui va grandir dans l'ombre de mon frère aîné. Je vais suivre ma scolarité dans les mêmes établissements qu'Antoine. Le 10 juillet 1917, je vais m'éteindre des suites d'un rhumatisme au cœur. Avant de mourir, je vais m'entretenir avec mon frère et le laisser en héritage un moteur à vapeur, une bicyclette et une carabine. Oh, merci François d'avoir accepté de partager avec nos auditeurs ces faits fort douloureux. Nous allons maintenant donner la parole à votre père à tous les deux. Bonjour à tous, je m'appelle Jean de Saint-Exupéry. Je suis né à Lyon en 1863. Je serai d'abord officier de dragon, puis par nécessité, je vais entrer dans la compagnie d'assurance paternelle. Je décéderai en 1904 à 41 ans d'une attaque cérébrale. Je ne vais donc pas voir grandir mon fils Antoine. Merci Jean, c'est là une histoire très touchante. Nous allons maintenant donner la parole à Consuelo, la femme d'Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir participer à votre interview. Il est rarissime que les journalistes donnent la parole aux membres de la famille d'Antoine. Je suis donc Consuelo de Saint-Exupéry, la femme d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur de l'ouvrage si connu Le Petit Prince. Je suis née le 10 avril 1901 à Armenia, au Salvador, et je décéderai le 28 mai 1979 à Grasse. Je suis artiste et peintre. J'ai été mariée et veuve une première fois avec Éric Gonesse Carillo avant d'épouser Antoine en 1931. Je serai veuve une seconde fois en 1944 quand Antoine disparaîtra. Merci infiniment Consuelo. Merci à tous. Nous sommes très touchés que vous ayez accepté de partager ces informations personnelles concernant les membres de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry, auteur et illustrateur du livre Le Petit Prince. Ce livre est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit en 535 langues et dialectes différents, Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Et où je suis là. Bonjour, je m'appelle Marie de Saint-Exupéry, la mère d'Antoine. Je suis née en 1875. Mon activité est écrivaine. Désolée de vous avoir oublié, madame. Nous sommes fort honorés d'avoir pu partager ces quelques instants avec son auteur et sa famille. Bravo! Quelle chance d'avoir eu toute la famille
de Saint-Exupéry, dis donc. Alors, c'est un exercice que vous avez apprécié faire ? Oui, beaucoup. Ouais, vous avez dû faire aussi pas mal de recherches, je suppose, pour... Oui, beaucoup. Et il fallait pas se tromper entre sur les personnages. l'ordinateur de la maîtresse. Et d'accès. Très bien. Et donc, maintenant, une lecture de 2 passages du livre. Alors, comment vous les avez choisis ? Il y en a une que la maîtresse nous avait proposée sur une fiche et il y en a un autre qu'on a choisi. Qui est plutôt connu. Très très connu. Eh bien, alors on vous écoute. Puisque c'est ma Rose. Vous ne ressemblez pas à ma Rose. Même si un passant ordinaire, Vous pouvez prétendre le contraire. Vous êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé. Vous n'avez apprivoisé personne. tant que vous n'avez pas d'amis, vous n'êtes pas unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Et à elle toute seule, ma Rose compte bien plus que tout. Puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai protégée. Puisque c'est elle que j'aime écouter. Puisque c'est ma Rose. Pour nos adieux, voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut comprendre, l'essentiel est invisible pour les yeux. Si les hommes oublient cette vérité, toi tu ne dois pas l'oublier. C'est le temps perdu pour ta Rose. Qui fait ta rose si importante? Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Alors me voici, responsable de ma rose. À jamais. C'est chouette. Et donc, un deuxième passage aussi à lire ? Oui. C'est parti. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, Dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr. Dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Très bien aussi. Ça donne envie en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était bien. C'est des bons passages. Moi, j'ai bien aimé les 2 passages qu'on a choisis. Ouais. Oui, et puis quasiment tout le monde connaît cette phrase connue. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, comme on sait que c'est à ce moment-là qu'on lit ce passage, on a voulu le souligner. Ça vous parle, vous, qu'on ne voit qu'avec le cœur ? Oui. Parce que on va pas juger sur le physique, non, faut juger sur la personnalité. Enfin, faut Sur pas le cœur. juger par exemple Sur si les la apparences. personne elle est gentille, on peut devenir ami avec elle. Mais par exemple, si elle est pas très gentille mais qu'elle est jolie, après on n'est pas obligé d'être amis. C'est vrai, beaucoup de morale ou d'indications dans le livre un peu cachées qui est toujours aussi bien reflétée dans notre société d'aujourd'hui. Très bien. Et donc pour finir, vous avez écrit donc à la manière d'Antoine 2 textes, un sur un renard et un autre sur une petite princesse, donc sa sœur que vous avez créée. Le premier texte écrit est par Élise et Gaspard et il sera lu par Élise, Gaspard et Hugo. On vous écoute. La fantastique aventure du renard. Dès que le petit prince partit, le renard se sentit très seul. Il s'ennuyait. Soudain, il entendit un bruit. Les pétales des roses bruissaient pour l'alerter qu'il se passait quelque chose d'étrange. Que se passe-t-il demanda-t-il étonné. Viens vite, nous avons un problème, répondirent les roses. Nous connaissons une planète sur laquelle la guerre fait rage. Nous ne sommes pas vides, comme certains pourraient le croire. Nous souhaiterions agir, œuvrer pour le bien. Nous pensons que tu pourrais nous aider. D'accord, j'arrive. Le renard suivit les roses et arriva auprès d'une sorte de portail vert. Les fleurs le poussèrent dans ce dernier. En le traversant, il sentit quelque chose de bizarre. Il tomba du ciel et atterrit sur une grande plaine. Il y vit une jeune fille qui cueillait des plantes. Il alla la voir et lui demanda « Qui es-tu » Bonjour, je m'appelle Megumi et j'ai 11 ans. Où sommes-nous dit-il étonné. Nous sommes sur Alysia, une planète, opposée à la vôtre dans votre système. La guerre fait rage en ce moment sur notre planète. Tout le monde se bat contre les robots qui veulent la voler. Mais ces robots sont beaucoup trop forts pour nous et nous finirons très certainement par devoir céder, expliqua Megumi tristement avant de s'en aller. Le renard la regarda s'éloigner, puis il la suivit discrètement. La nuit commençait à tomber quand il aperçut un village au loin. Il y vit de la lumière et décida de se rapprocher des maisons. À l'angle de 2 ruelles discutaient 2 personnes. Elles parlaient de la guerre. Le renard les écoutait attentivement,
quand il reconnut l'une d'elles. C'était la princesse Zelda. Il l'avait rencontrée quelques années auparavant sur la Terre. Il la suivit quand elle partit et lui dit alors « Je gagnerai la guerre, on l'arrêtera. » Ils marchèrent longuement tous les deux et s'éloignèrent jusqu'à la limite du village. Soudain, 2 personnes vinrent vers elle. Il s'agissait de robots protecteurs que l'on appelle maintenant les éditeurs, qui se chargeaient de la protection des personnages. Le renard demanda à Zelda « Que nous veulent-ils » ?»« Ils nous protègent, répondit-elle. »« Ils nous protègent ?» ?»« Oui, ils se positionnent autour et à l'intérieur du village pour nous protéger des attaques. » Le renard et Zelda voulurent poursuivre leur chemin, mais les éditeurs les en empêchèrent. « On ne peut pas passer !» s'exclama Zelda. Ils firent demi-tour. Le renard lui demanda alors « Pourquoi tu ne vas pas à la guerre ?»« C'est trop risqué en ce moment, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Il y a un assaut. S'ils nous arrêtent, nous aurons de très gros problèmes. » Alors, le renard et Zelda repartirent vers le village. Le goupil eut alors une idée soudaine. « Je viens d'un portail magique qui pourrait emmener tous les personnages d'Alicia dans une planète Terre, la Terre. » Zelda et lui élaborèrent alors un plan. Zelda lui expliqua qu'il existait un endroit secret non gardé. Le renard suivit cette directive et alla seul jusqu'à ce passage secret. Il arriva alors à l'endroit où régnait la guerre. Il vit tous ces personnages que l'on appelle maintenant les personnages de manga et de BD. Les One Piece, Naruto, Splatoon, Dragon Ball, My Hero Academia et les légendaires, etc. se battent contre 6 milliards de robots. Le renard réussit à créer un portail magique si grand que tous les mangas et BD purent le traverser. Ils arrivèrent sur la Terre de l'autre côté du portail. Et c'est ainsi, grâce aux éditeurs, aux mangaka et bien sûr aux personnages, que furent créés les mangas et les BD sur Terre. Fin. Super. Vous avez apprécié écrire ce texte ? Oui. Ouais, bon. Ouais. Et donc un second texte aussi écrit, cette fois-ci écrit et lu par Lilou et Basile. On vous écoute. La quête de la petite princesse. Une petite princesse arrachait les racines des folklores de son astéroïde. C'était la petite sœur du petit prince. Elle vivait sur la planète C613. Elle aimait l'aventure et rêvait de retrouver son frère auquel elle pensait tous les jours. Un jour, elle décida de partir. Elle monta dans sa montgolfière et explora l'espace. Alors qu'elle volait, elle vit une planète et s'y arrêta. Elle y rencontra un roi à qui elle demanda « Auriez-vous vu le petit prince ?» Oui, je l'ai vu, il y a des années. Il m'avait demandé d'ordonner au soleil de se coucher. La petite princesse lui dit alors « Voudriez-vous venir avec moi ? Je suis à sa recherche. » Avec plaisir. Et ils repartirent ensemble. Ah, voilà la planète de mon pire ennemi, le businessman. Il raconte que toutes les étoiles sont à lui, mais le seul et unique propriétaire est moi. Ah, ah. Dit le roi après un petit voyage. Ils firent une halte sur l'astéroïde recouvert de papier. Là, il y avait un gros bonhomme chauve derrière un bureau. Il comptait et recomptait les étoiles. Dès qu'il vit la petite princesse et le roi, il s'exclama « Ha ! Mon vieil ennemi, que veux-tu » ? « Veuillez m'excuser, dit la petite princesse. Je suis la sœur du petit prince et je le recherche. Pourriez-vous nous aider à le retrouver ?» La petite princesse fut alors surprise de voir le businessman tourner vivement la tête. Il eut un silence. « Eh bien, je suis d'accord, » dit-il, et ils repartirent ensemble en montgolfière. Ils arrivèrent quelque temps après sur la planète du buveur. Ils entendirent alors un grand... C'était le buveur. La petite princesse lui demanda « Je cherche mon frère, c'est le petit prince, l'auriez-vous vu ?»« Oui, il y a longtemps, il m'avait demandé pourquoi je buvais. »« Voulez-vous venir le chercher avec nous ?»« Oui, bien sûr. » Alors, la petite princesse, le roi, le businessman et le buveur repartirent tous les 4 ensemble. Il eut pendant le trajet une terrible méprise. Le buveur, pensant qu'il s'agissait de faire du parachute, sauta du bord de la montgolfière et tomba dans le vide. Tout le monde assistait à la scène avec des yeux ébahis, puis en silence poursuivirent leur périple. Ils arrivèrent sur la planète du vaniteux. La petite princesse lui demanda « Connaîtriez-vous le petit prince ? Je le cherche. »« Je l'ai connu il y a longtemps, oui. Et maintenant, pouvez-vous taper dans vos mains ?» La petite princesse exécuta le souhait du vaniteux. Celui-ci souleva son chapeau et commença à répéter « Merci, merci, merci. » L'interrompit la petite princesse. « Souhaitez-vous venir avec nous à sa recherche ?»« D'accord, d'accord, d'accord. » répondit le vaniteux.
Et ils repartirent tous les 4 en montgolfière. Le voyage fut long, mais ils arrivèrent enfin sur Terre, plus précisément dans le désert du Sahara. Ils marchèrent longtemps. À la fin de la journée, alors que le soleil allait se coucher, ils trouvèrent le petit prince allongé sur le sable fin, mort. Sa sœur pleura, agenouillée à ses côtés, longtemps, très longtemps, si longtemps qu'il faisait déjà nuit noire, quand soudain, la petite princesse entendit un petit rire dans les étoiles. C'était lui. Le roi, le vaniteux et le businessman demandèrent. « Qu'est-ce donc ?»« C'est le rire du petit prince, » répondit paisiblement la petite princesse. « Je sais qu'il est là, quelque part dans les étoiles. Il est heureux. » Fin. Bravo, quel jeu d'acteur, c'est chouette. Donc c'est cool parce que le petit prince a beaucoup d'imagination et donc vous avez pu vraiment mettre à profit la vôtre pour écrire. Ouais. Oui. Ça vous a plu ? Oui, vraiment. Beaucoup. Ah, chouette. Et alors quel rôle vous avez préféré faire ? Journaliste, lecteur ? Moi j'aimais bien journaliste, ouais. Moi j'aimais bien les deux. Moi aussi. Ouais, moi aussi. C'est pas pareil, en fait il y a une différence entre les deux, du coup moi j'ai bien aimé. Bon, super. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait part des livres que les 4 groupes nous ont lus, nous ont parlé. Oui, merci beaucoup à vous. C'était une fois encore, cette année encore géniale. J'aimerais qu'on remercie tous ensemble votre institutrice, Morgane Medec, et pour cette classe de CM2. Branchée littérature pour tout le travail que vous avez pu faire avec elle et pour cette initiative qui est franchement géniale. Merci beaucoup Morgane. Bravo aussi à vous tous et à vous toutes d'avoir eu le courage de parler à la radio comme ça. C'est un exercice pas forcément évident, mais au final ça rend super bien et vous pouvez être fiers de vous. Bravo. C'était une émission en direct de l'école Kerlor de Pornic avec cette classe de CM2 de Madame Medec. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Au revoir.